Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je suis Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir un créateur vidéo, il s'agit d'Olivier Schmitt. Alors au-delà de sa casquette de vidéaste, Olivier est quelqu'un qui tend vers le zéro déchet et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Avant de commencer, si vous avez écouté les précédents épisodes, un grand merci pour votre soutien, ça fait plaisir de voir tous vos retours en commentaire. Je vous laisse maintenant mettre votre casque, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Olivier, comment ça va ? Salut Florian. Alors tu n'es pas tout seul. Non, je ne suis pas tout seul, je suis venu accompagner. Oui, je ne l'ai pas précisé forcément en intro, mais tu es accompagné de Mylène, ta compagne. Ma compagne. Mylène, voilà, salut alias Mylène. Nuage de sucre. Bonjour. Voilà, donc Nuage de sucre, c'est son pseudo Instagram. Exactement, qui va m'épauler pour parler du zéro déchet. Voilà, ça c'est une affaire de couple. C'est une affaire de couple, ouais. Voilà. Et c'est plus facile quand c'est une affaire de couple. Alors, est-ce que déjà Olivier, tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Olivier Schmitt, donc je suis notamment connu sur les réseaux sociaux pour avoir une chaîne YouTube qui est à mon nom, Olivier Schmitt, qui parle de photos et de vidéos. Très original. Très original, Okay. Voilà. Et donc, pour t'accompagner même dans ta tâche professionnelle. Oui, voilà, de plus en plus, Mylène Mylène travaille est à avec tes moi, donc m'assiste sur les tournages, gère un petit peu les différents contacts que je peux avoir, etc., etc. Je t'ai pas fait venir forcément pour parler de ton activité de vidéaste et de réalisateur. Ouais, c'est assez perturbant du coup. T'es pas à l'aise, hein ? Un peu moins que pour parler photo et vidéo. Pour Alors, te dire, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous étiez intéressé par le profil d'Olivier, je vous invite à aller écouter le podcast d'Adrien Tabardon qui s'appelle Procréativité, que tu as enregistré il n'y a pas très longtemps. Ouais, il y a peut-être un mois, quelque chose comme voilà. ça. Ouais. Donc là, tu vas y parler de ton Ouais, parcours. on développe surtout mon parcours professionnel, la créativité, le développement de ma chaîne YouTube, des choses comme ça. Ouais. C'est ça. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu plus de ce qui te touche personnellement. Des choses un peu plus personnelles. Voilà. Ouais. Et c'est le zéro déchet. La tendance zéro déchet. Ouais, essayer de tendre vers le zéro déchet. Voilà. Et donc, dans cette tâche, tu es accompagné par Mylène qui est à fond. Disons que c'est même tendance. elle, si tu veux, qui m'a un peu initié à ça et qui a emmené notre couple vers ça. D'accord. L'idée, c'est pas une idée, mais si tu veux, l'initiative vient pas forcément de moi, mais j'ai été séduit par le concept et par cette envie et cette nécessité de réduire les déchets. Ok. Et donc, loin de là, la volonté de dire qu'on est parfait et que aujourd'hui on est zéro déchet, on est très très loin d'y arriver à 100%. Voilà, et c'est bien toutes ces problématiques, je crois, qui t'intéressent aussi ici dans ce podcast. Tout à fait. C'est vrai que c'est un objectif de tendre vers le zéro déchet. Vous n'y êtes pas encore. Moi, ça m'intéresse, mais j'en suis encore très très loin. On va dire que je suis au degré zéro du zéro déchet. Ouais. Et justement, j'attends que tu me donnes un petit peu un retour d'expérience, des conseils, vos expériences, vos astuces pour y arriver. Est-ce que tu peux déjà commencer, ou vous pouvez commencer par me définir un petit peu ce qu'est le zéro déchet pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est? Alors, je vais te dire comment moi je le vois, et puis ou alors tu commences si tu veux aller plus loin. Alors, en gros, moi je le vois au-delà du terme zéro déchet, je le vois plutôt comme une volonté de réduire son impact en termes de quantité de déchets, plus que d'avoir cet objectif, ce Graal d'en avoir zéro, si tu veux. Ouais. Parce que c'est peut-être ça qui fait peur, et moi j'ai l'impression que c'est juste inatteignable et que j'ai du mal à imaginer comment je peux avoir zéro déchet, alors que c'est vrai qu'on voit des familles qui ont juste un petit bocal à la fin de l'année alors qu'ils ont 2 gosses. Je trouve ça hallucinant et j'arrive pas à me projeter dans cet objectif-là. Par contre, j'arrive très bien et j'ai cette volonté d'en avoir moins. Juste, c'est ça, tu vois, en fait, pour moi, le concept qu'il y a là. C'est comme ça que moi je le vois. Okay. C'est juste réduire, avoir conscience de ça, prendre conscience de ça, de là où on va en avoir, alors que c'est pas nécessaire, des déchets, de la consommation aussi, pure et dure de choses, et d'en avoir conscience, et c'est la première étape, et puis ensuite d'analyser ce qu'on peut faire à la place, et puis essayer de mettre des choses en place petit à petit, et voilà un petit peu moi comment je le vis et comment je le vois. Je sais pas si toi un petit peu différemment, pareil. Non, tu l'as plutôt bien résumé, et surtout que le zéro déchet, c'est pas simplement, comme tu le dis, avoir zéro déchet. Ce qui gravite autour aussi, c'est l'aspect minimalisme et l'aspect aussi écologie, où le but, c'est pas simplement d'avoir le moins de déchets, c'est de savoir pourquoi on le fait. Donc, c'est-à-dire que on va limiter les déchets pour qu'il y en ait moins dans les océans, qu'il y en ait moins dans les rivières, qu'il y en ait moins simplement partout dans nos rues, et qu'on pense aussi où vont nos déchets, parce qu'en fait on se rend compte au bout d'un moment que le déchet qu'on crée devient un problème. Il est jamais détruit en fait. Il sera toujours là. Et à partir de quand est-ce que vous avez
commencé à prendre conscience de ça et à faire cette démarche de tendre vers le zéro déchet? En fait, je crois qu'on a commencé plutôt par la volonté de mieux s'entretenir en termes d'alimentation. D'accord. Et quand on s'est connus, donc il y a un peu plus de 4 ans, on a commencé assez rapidement à vouloir consommer 100%, alors 100%, pas tout de suite, à essayer de consommer plus bio, en tout cas plus local et en tout cas plus respectueux de l'environnement et respectueux peut-être de notre corps aussi. En tout cas, peu importe ce qu'on en dit, on a préféré nous faire le choix de jouer la sécurité, même si aujourd'hui, effectivement, on sait que le bio n'est pas 100% parfait, on sait que voilà, mais peu importe, on a fait nous notre choix personnel de miser là-dessus, plutôt que d'entretenir d'autres systèmes qu'on cautionne moins. Voilà. Donc on a commencé par ça et je pense que c'était la porte d'entrée en fait pour après se poser des questions sur d'autres éléments. Alors moi, ça a commencé un petit peu avant de rencontrer, donc quelques mois avant, parce que je suis devenue végétarienne. Et c'est là que j'ai commencé à me poser quelques questions justement par rapport à mon rapport à la planète, à nos ressources, et justement à me demander si mes produits étaient testés sur les animaux, d'où ils venaient aussi, leur provenance. Et du coup, petit à petit, accompagné d'Olivier, au bout d'un moment, on a eu un cheminement, en fait, et on arrive petit à petit à avoir de moins en moins de déchets, à manger plus local, en fait, c'est là où faire attention à notre consommation. Ouais, c'est là où je disais être en couple, en fait, c'est bien parce que ça te met dans une dynamique de ping-pong un petit peu. Ouais, c'est motivant. Et puis, si l'autre fait un effort, tu vas faire l'effort. Et moi, clairement, c'est Mylène qui est la locomotive dans l'histoire, si tu veux. Et ouais, c'est elle la locomotive qui va me sensibiliser de plus en plus à ça, à certains éléments, qui va driver un petit peu là où on pourrait réduire certaines choses, qui va être à l'initiative de trouver des alternatives, etc. Et moi, je suis et je m'intéresse un minimum et je suis très heureux en fait comme ça de pouvoir réduire. Et on va dire que ce qui me bloque aujourd'hui pour que ça vienne plus de moi, en fait, c'est malheureusement, et je pense qu'on en parlera plus tard dans le podcast, c'est ma vie professionnelle qui prend 100% de mon temps et qui m'empêche de me libérer l'esprit pour me concentrer plus sur des choses comme ça, alors que j'aimerais pouvoir le faire, et au final, ça dépend que de moi, mais j'y arrive pas. Voilà. Okay. Et alors, pour les gens qui nous écoutent et qui s'intéressent à la tendance zéro déchet, mais qui n'y connaissent rien, est-ce que vous avez des conseils? Par quoi on peut commencer, par exemple, pour diminuer ces déchets? Alors, moi, clairement, ce qui me vient moi à l'esprit en tant que débutant, on va dire, et personne pas forcément hyper sensibilisée au début, et là, ce qui me paraît le plus simple et le plus évident, c'est les courses. C'est clairement arrêter d'utiliser des sachets plastiques, utiliser des sacs réutilisables, aller plus dans le vrac, utiliser des bocaux en verre quand on le peut, qu'on va réutiliser à chaque fois, chercher son fromage dans un bocal, dans un petit truc en Pyrex, enfin bref, peu importe. Vous avez compris l'idée. En fait, ça, c'est ce qui me paraît le plus évident et c'est tellement devenu un automatisme pour nous qu'avoir un sac plastique pour aller faire les courses, c'est devenu une aberration pour nous. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec un sac plastique? On n'en a pas besoin, quoi. Et si jamais tu as des courses à l'improviste à faire que tu n'avais pas forcément prévu et que tu n'as pas de sac avec toi? Tu vois, tu les prends en main. Okay. Dire, si tu as 2 paquets de Kellogg's à prendre et puis un saucisse lard, bon, pas pour nous, on est végétariens, mais qu'est-ce que ça te coûte de mettre ça sous le bras? Et même si tu es des fois à 3, tu vas acheter quelques bouteilles d'alcool, des chips pour faire l'apéro, tu n'as pas besoin d'un sac plastique. On est 3, 4, on peut chacun porter un truc et basta, tu vois. Okay. Donc non, en fait, de plus en plus, j'ai réalisé que même en partant en voyage avec des amis, la nécessité d'avoir systématiquement un emballage supplémentaire à l'emballage, au suremballage qu'il y a déjà sur l'aliment, en fait, c'est juste pas nécessaire. On peut se débrouiller autrement. Et puis, c'est pas dramatique de porter certains éléments à la main, quoi. Ok, donc commencer par les courses, c'est le conseil principal. Alors, il y a ce conseil, donc il est plutôt efficace parce que pour ceux qui font leurs courses et qui veulent justement s'améliorer, on va dire que c'est un bon exercice. Après, ça peut faire peur à certains et nous, on a commencé avec la salle de bain. Parce qu'en fait, j'ai simplement... L'exercice qui est intéressant, c'est de prendre la plus petite poubelle de la maison, donc la salle de bain, en l'occurrence, de la vider et de voir ce qu'on jette, en fait. Pourquoi on les jette et peut-être se dire par quoi je peux le remplacer. Et aussi, un autre conseil, surtout, c'est de bien s'entourer, de s'entourer des bonnes personnes. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, sur Instagram et même en librairie, c'est très facile de trouver des livres, des ressources sur le zéro déchet, l'écologie et comment commencer. Et d'ailleurs, il y a Julien Vidal qui a fait un livre, donc ça commence par moi. Et donc justement, là, il s'est lancé un défi sur 365 jours. Chaque jour, de remplir justement, de cocher un défi. D'accord. Et
et de réaliser justement quelque chose dans le sens justement zéro déchet, écologie. Okay. Et du coup, il donne plein de conseils et il fait un retour d'expérience qui est très intéressant. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à effectivement comment on improvise du zéro déchet quand on fait ses achats. Et toi, encore un avantage d'être en couple ou avec des amis, c'est que si on a quelqu'un du sexe féminin avec nous, il y a un sac à main qui traîne. C'est pas bête, ça. Et non, mais c'est vrai. Et en fait, quand c'est des petites courses, tu me parlais peut-être de dépannage. Donc le dépannage, pour moi, c'est petites courses. Et tu mets dans le sac à main ou tu mets dans un sac à dos que tu as. Voilà. Ouais. Okay. Et ça, on le fait souvent. Un tote bag, parce que tout le monde en a. Et c'est vrai qu'on a tout le temps un tote bag. Tu sais, il y en a des pliables, en fait, tout petits. Tu laisses ça dans un sac à main, tu laisses ça dans un sac à dos en permanence et tu en as tout le temps avec toi. Et puis, tu le réutilises à chaque fois et puis c'est parfait. Voilà, avec quelques sachets en tissu. Quelques sachets en tissu à l'intérieur et tu peux prendre du vrac. Pas beaucoup de place. Et le mieux, c'est encore d'avoir sa boîte à œufs. C'est un peu plus compliqué l'astuce, c'est d'en laisser une dans la voiture, d'en avoir une à la maison. Et on a toujours une sous la main et c'est quand même plus pratique. Et après, c'est des automatismes. Hein. Bon, on va y penser pendant 2-3 semaines et puis après, on n'y pense plus. C'est Attends, par automatique. C'est vrai que des fois, on oublie encore notre tote bag et c'est rare, mais tu vois, personne n'est parfait. Quoi. Voilà. Mais il y a toujours des solutions. Il y a les magasins qui proposent des cagettes, des cartons. Oui, donc, des cartons en fait de quand ils reçoivent les produits. Ils les laissent en stock en libre service. Tu prends un carton et c'est recyclable. Quoi. D'accord. Okay. Tu parlais de Julien Vidal qui a écrit un livre. Je pensais peut-être y venir un peu plus tard dans le podcast, mais on va le faire maintenant parce que tu as déjà commencé. Est-ce que tu as des personnes qui t'inspirent ou qui te donnent des conseils sur Internet, ou alors que ce soit en livre, en blog, site, compte Instagram et autres, qui aident les gens à devenir zéro déchet? Oui, alors c'est surtout sur Instagram parce que du coup, le zéro déchet, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et Instagram, c'est instantané. Ouais. Et du coup, sur Instagram, il y a Sortez tout vert. Donc, c'est Julie Bernier qui partage justement toutes ses astuces zéro déchet. Et d'ailleurs, elle a sorti un livre. Il y a aussi C.l'air du temps. Oui, donc, ce sont deux sœurs, je crois, ou deux copines, qui justement partagent toutes leurs astuces et aussi parfois leurs échecs, parce que ça arrive, des fois on se trompe, on n'y arrive pas, on demande conseil. Ouais. Et du coup, moi je les trouve très inspirantes et justement ça permet aussi de s'y retrouver. Et sinon après, il y a le mouvement On est prêt, qui a quand même beaucoup aidé justement à un peu démocratiser et un peu déculpabiliser tout le monde. Du coup, il y a tous les influenceurs en fait autour de ce mouvement. Donc il y a Axel Latuada de Tout le monde s'en fout, qui en parle aussi assez souvent. Il y a Max Bird, il y a... Les plus gros, McFly et Carlito, Norman, il me semble aussi, qui sont... Oui, c'est vrai que c'est des youtubeurs, des créateurs qui... Il y a aussi le Clean Walker, j'ai oublié son nom, mais qui incite les gens aussi à nettoyer leurs rues, les plages et tout ça. Et ça aussi, ça en fait partie, quoi. D'accord. J'essaierai de mettre un maximum de liens dans la description du podcast pour que les gens puissent aller consulter ces comptes Instagram ou ces créateurs qui en parlent. Il y a déjà beaucoup d'astuces qui ont été dites. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à changer, selon vous, finalement, dans vos habitudes quand vous étiez pas du tout concerné par le zéro déchet avant et maintenant? Qu'est-ce qui a changé, qui était le plus compliqué? Moi, je vais te donner une réponse directe. Amazon. Ok. Oui, c'est vrai qu'on est de plus en plus à commander sur Amazon. C'est horrible. J'ai fait ma compta 2018. Le nombre de choses que j'ai pu commander sur Amazon, tu vois, c'est pour ça que je disais je suis loin d'être parfait. C'est que la simplicité dans des besoins de production, des besoins professionnels, merde, tu peux commander quelque chose, te le faire livrer en 24 heures, en 2 heures à Paris. Et pourtant, tu vois, on est très sensible justement au local, comme je disais tout à l'heure, mais ce côté-là n'était pas parfait de mon côté l'année dernière, et cette année, j'ai vraiment décidé d'essayer d'arrêter à 100% Amazon pour acheter chez les revendeurs français au maximum. C'était mon discours depuis le début de ma chaîne YouTube, de pouvoir enlever, par exemple, si on parle de ça, tous mes liens Amazon pour vraiment essayer de mettre des revendeurs français pour aussi économiser sur les transports, les choses comme ça, et faire travailler en local. Mais c'est vraiment pas facile, et je suis loin d'être parfait et d'y arriver à 100%. Donc ça,
on va dire, moi, mes besoins professionnels, tu vois, tu commandes un micro, hop, il arrive avec plein d'emballages. Tu commandes quoi que ce soit, ça arrive avec plein d'emballages. Et vu que ce sont aussi des besoins qui vont être des fois ponctuels, tu vas te retrouver avec peut-être un objet technologique qui va te servir sur 2 tournages dans l'année et qui va dormir dans un placard tout le reste du temps. Est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que tu n'aurais pas pu plutôt le louer, l'emprunter à quelqu'un? Malheureusement, on est en campagne, c'est un peu plus dur, enfin en province. Et du coup, c'est un peu plus dur. Mais je pense que, tu vois, là, l'avantage d'être en grande ville, c'est ça. C'est de peut-être pouvoir louer son matériel, l'emprunter à des collègues, l'emprunter à des voisins, au lieu de systématiquement être dans l'achat qui va forcément générer de la fabrication, donc un impact sur l'environnement, et en plus du déchet derrière, une fois que c'est fabriqué. Après, il y a toujours le système aussi, bon, ça peut entraîner, on peut perdre de l'argent aussi, mais on peut le revendre facilement, ou on peut revendre du matériel via des sites comme Le Bon Coin ou les vêtements pour Vinted également. Il y a pas mal de... ça, c'est une démarche que j'entreprends en ce moment, de vendre, de me débarrasser de pas mal de matériel qui dort sur mes étagères depuis pas mal de mois, et de me dire ça servira à quelqu'un d'autre, et puis au moins la boucle sera bouclée. Ça fait partie du minimalisme finalement. Aussi, exactement, et de se dire qu'au lieu de devoir le jeter au final dans 5 ans parce que plus personne n'en veut et parce qu'il est devenu totalement obsolète en termes de technologie, peut-être même plus compatible en termes de connectique, tu vois, il y a plein de choses comme ça, et autant au plus vite, dès qu'on se rend compte que ça ne sert à rien, ça nous sert plus, autant le vendre, le donner à quelqu'un, et puis que cette personne puisse l'utiliser et ne pas acheter du neuf, encore une fois, alors que c'est pas forcément nécessaire. Donc moi, on va dire, si tu veux, pour cerner la réponse que je peux moi te donner, on va dire le plus dur, c'est à cause de mon milieu professionnel qui après, ça tient qu'à moi de faire encore plus attention. Mais la solution de facilité, c'est dur de s'en détacher et de s'éloigner de ça, parce que c'est la solution de facilité. Voilà, et c'est pratique. Et je pense que c'est ces efforts-là qui sont devenus des automatismes pour les courses, pour nous, et pour d'autres choses comme la salle de bain. Elle va peut-être t'en parler aussi tout à l'heure. Tous les produits qu'on utilise dans une salle de bain, c'est devenu tellement automatique pour nous, on se pose même plus la question, et ça, c'est rentré dans nos habitudes, il n'y a aucun souci. Mais les achats technologiques, les achats professionnels, c'est pas encore rentré dans les habitudes. Ok. Mylène? Alors, le plus compliqué, je trouve, l'habitude qui est plus longue à prendre, c'est quand on sort et que j'oublie, par exemple, de ne pas demander de paille ou de touillette qui nous sert absolument à rien, dans les bars, par exemple. Que j'oublie, par exemple, mes tote bags et tout. Il y a des moments où je m'en veux, c'est bête, mais oui, voilà, je m'en veux. T'as pas le réflexe, forcément, à chaque fois de... Le tote bag, plus, mais c'est des... Ouais, la paille en plastique, c'est un truc, on se dit, mince, mais pourquoi on a demandé une paille? C'est bon... Voilà. Ou alors les couverts en plastique. C'est tellement facile d'en avoir des pliables en métal dans le sac. Ouais. Enfin, ça peut paraître absurde de se dire mince, mais j'ai oublié, je m'en veux. Alors bon, c'est un cheminement. Mais voilà, ça va être plus qu'on va être avec des gens, on va se dire, on va aller acheter l'apéro, on va prendre plein de bouteilles en plastique et leur dire mince, mais non. Mais c'est encore une fois la solution de facilité qui est le plus gros piège. C'est surtout que c'est des habitudes qu'on a appris depuis tout petit d'acheter ces choses-là, et donc il faut changer ces habitudes, et c'est le plus dur. Mais exactement. Et c'est pour ça que c'est d'abord une prise de conscience, parce qu'il faut s'en rendre compte de ça. Et quand nous, on se rend compte qu'on s'en est pas rendu compte, on s'en veut. Voilà. Et on se dit. C'est ça qui permet d'apprendre et d'arriver à cet objectif de zéro déchet, c'est que c'est pas une science exacte, et à chaque fois on peut faire des erreurs, et c'est ce qui permet aussi d'évoluer. Ouais, exactement. Ok. Et donc, quand on tend vers le zéro déchet, est-ce qu'au final c'est plus économique, ou est-ce que ça coûte plus cher? Parce que on va avoir tendance à penser que les produits qu'on achète sont de meilleure qualité, bio ou locaux, donc du coup ça coûte plus cher. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, moi, la première réponse que je peux te donner, ça va être de te dire que j'ai jamais réfléchi, quand j'ai commencé à acheter bio, j'ai jamais réfléchi au prix. Okay. Et c'est pas parce que je gagne des millions, ce qui n'est pas le cas. À vous, Olivier. YouTube Money. Non, c'est pas du tout. On roule pas du tout sur l'or, si tu veux, mais on s'est dit que miser sur sa santé, miser sur la qualité des aliments, en tout cas, faire le choix de penser que c'est mieux qu'autre chose, hein. Encore une fois, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça, mais miser là-dessus, pour moi, et ne pas se soucier enfin, que ça devienne la priorité, pour moi, c'était évident que, tu vois, j'ai l'ambition d'essayer de faire un peu plus de sport, de m'entretenir, de pouvoir continuer à me tenir droit et à pas avoir mal au dos quand j'aurai 80 ans, et pas avoir des problèmes partout, etc. Mylène acquiesce.
Ouais, pourtant j'ai mal au dos, mais toi, essayer de garder une bonne santé, et ça passe par l'alimentation forcément, parce que notre corps nous le fait payer, et je préfère ne pas prendre trop de risques à ce niveau-là. Et aujourd'hui, malheureusement, effectivement, l'alimentation bio sur certains produits, beaucoup de produits coûtent encore plus cher que les autres aliments, que forcément les premiers prix, hein. Des fois, c'est du 3 fois, 4 fois plus cher. Donc ça a un coût. Après, quand tu achètes en vrac, et je pense que c'est ce que Mylène voudra te dire, quand tu achètes en vrac, ça coûte beaucoup moins cher. Okay. Donc ça, par contre, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc, et attends, j'avais entendu on a découvert un youtubeur il n'y a pas longtemps qui s'appelle Eric Flagg, qui est suisse et qui parle de bien-être. Tu connais ? J'ai regardé une de ses vidéos. Et je crois qu'il est remonté dans les tendances il n'y a pas longtemps. Et écoute, j'ai beaucoup apprécié son approche, et il a dit quelque chose dans une de ses vidéos que j'ai apprécié. Je ne saurais plus exactement la formulation de phrase, mais il a dit qu'en gros, il part du principe que de la mauvaise alimentation, à terme, au niveau de la santé, ça lui coûtera plus cher plus tard à cause des problèmes de santé, qu'aujourd'hui acheter bio. Enfin, en tout cas, c'est le pari qu'il fait. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais c'est compliqué. Une mauvaise santé, ça coûtera plus cher dans 20 ans. C'est à long terme, finalement. C'est compliqué parce qu'au final, il y a beaucoup d'études qui peuvent se contredire parfois. Il y a des choses où on n'a pas l'expérience pour savoir si effectivement le bio, ça nous permet d'être en meilleure santé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pesticides et tout ce qu'on peut rajouter qui ne sont pas nécessaires dans l'alimentation, si c'est pas nécessaire, pourquoi on le met ? On a remplacé des produits, tu vois, je pense à la pâte à tartiner. J'étais amoureux du Nutella comme beaucoup de personnes, mais rien ne vaut sérieusement quand tu trouves une bonne pâte à tartiner bio où il n'y a que de la noisette dedans, mais c'est délicieux. Et pourquoi avoir autre chose ? À la base, on veut de la pâte à tartiner avec la noisette. Dans les grandes surfaces, c'est moins facile de trouver de plus en plus heureusement, mais c'est vrai que c'est moins facile. Mais tu vois, il y a plein d'aliments comme ça. Quand tu vois la liste d'ingrédients qu'il y a dessus, mais tu dis, mais pourquoi il y a tout ça dedans ? À la base, moi, je veux juste une confiture. Je veux dire, comme fait ma grand-mère, quoi. Enfin bref, voilà. T'as quelque chose à rajouter ? Selon toi. Vas-y. Alors, par rapport justement à la question si c'est plus économique ou pas, je dirais oui et non. Parce que ça dépend ce qu'on compare, et ça dépend aussi si on change notre habitude ou pas. C'est-à-dire que si on a l'habitude d'aller au supermarché et de prendre ce qu'il y a dans les rayons, si on va prendre la même chose dans un bio en se disant c'est bio, il y a moins de déchets, ou c'est local, ou je sais pas quoi, non, en fait, ce sera plus cher. En fait, ça va être changer son habitude de consommation pour peut-être plus cuisiner, ou peut-être trouver justement d'autres alternatives. Et là, si on choisit l'aliment bio local, c'est forcément moins cher. En fait, la grosse différence que j'ai vue, en fait, au tout début, je crois qu'on achetait, quand j'habitais encore à Paris à l'époque, on achetait pas mal de plats préparés, toi par exemple des steaks végétariens ou des galettes végétariennes, des trucs préparés. Et là, t'en as pour une fortune. Là, c'est très cher. Et c'est pas nécessaire, c'est tellement facile à préparer. Et en fait, c'est vrai que, encore une fois, c'est la solution de simplicité. Franchement, c'est vraiment ça. J'y avais pas pensé avant le podcast, mais c'est la solution de facilité, le plus gros ennemi. Et aujourd'hui, on est pressé. Et en fait, là aussi, on est loin d'être parfait parce qu'on a, comme tout le monde, la flemme de cuisiner. Et parfois, ça devient un plaisir. Évidemment, si t'as une cuisine qui te donne pas envie de cuisiner et que t'as pas ce qu'il faut, ça motive pas, et c'était très longtemps le cas pour nous, et aujourd'hui c'est toujours pas vraiment résolu parce que voilà, mais en gros effectivement c'est un plaisir de cuisiner, ça doit l'être, de bien s'alimenter, et en fait tu peux découvrir des nouvelles choses, des nouveaux assortiments en réfléchissant à tout ça, quoi. Le terme de zéro déchet, c'est un terme qui peut effrayer. Enfin, quand on n'est pas du tout dedans, on se dit oula, c'est quoi ce truc, c'est impossible à atteindre, comment on fait, fous-moi la paix, quoi. Comment vivent ces gens, ces gens. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont alors a priori réfractaires à ce mouvement sans trop y connaître Je te laisse commencer pour une fois, tu vois, parce que j'étais très mal poli depuis le début du podcast. Donc je te laisse commencer. Alors déjà, il faut pas commencer à se dire c'est impossible. Parce que déjà, c'est un objectif, le zéro déchet. Et il faut aussi s'enlever de tous ces stéréotypes que le zéro déchet, c'est vivre à la campagne sans rien dans son potager avec un compost avec plein de verre qui pue. Et voilà, c'est pas ça du tout. Donc, on peut très bien habiter à Paris, avoir un lombricomposteur qui ne sent pas mauvais, qui fonctionne très bien. Et on peut aussi... avoir des jardins partagés, voilà, tout est possible. Et c'est surtout se documenter, parce que c'est très facile et très facile d'accès. Et aussi, ce qui est important, ce n'est pas avoir zéro déchet du jour au lendemain, c'est la démarche et savoir pourquoi on le fait, encore une fois.
Ok. C'est un Donc, petit c'est peu vraiment comme la motivation. être minimaliste, finalement, ça se fait pas en une seule journée à trier ses vêtements C'est ça, parce que si quelqu'un dans son appart. en une journée se dit ok, je vais être minimaliste, je vends tout, je donne tout et qu'il n'a plus rien le soir, il va déprimer. Enfin, c'est pas possible. Ouais, c'est clairement pas possible. C'est un cheminement en une fait. action progressive. Donc, voilà, en fait, je pense que malheureusement, le terme minimaliste et le terme zéro déchet, en fait, pour moi, c'est des termes qui sont mal choisis parce que c'est un peu extrême. En fait. Mais en fait, ouais, ils te donnent un idéal qui fait peur. Moi, tu me dis zéro déchet, j'ai peur aussi. Oui. Quoi, des zéro déchets? Non, je ne peux pas. C'est impossible. Donc, je ne commence même pas. Ouais. Tu vois, pour moi, zéro déchet, le terme zéro déchet, c'est impossible. Et même les gens, les familles zéro déchet, etc., ils ont toujours des déchets. Ils ne sont pas à zéro déchet. Donc, ils ont bien marqué presque zéro déchet. Donc, je pense que le terme, il est choc, il interpelle. Limite, il est marketing. Tu vois, c'est un peu des termes marketing pour moi. C'est fait pour s'en rappeler, quoi. Mais c'est comme le bio aujourd'hui, il est utilisé partout, quoi. Alors que la question, c'est pas ça. C'est pas le bio qui est mieux que le reste. C'est le reste qui est moins bien que le bio. Parce que le bio, c'est quoi? C'est la cuisine de grand-mère. C'est ce qu'on avait il y a très longtemps quand il n'y avait pas de pesticides. Et c'est pas le bio qui est spécial. C'est tout ce qui est plein d'OGM et de pesticides qui est spécial. C'est pas l'inverse, tu vois. Et du coup, c'est devenu marketing, c'est devenu tendance et on s'en sert à gauche, à droite. Et malheureusement, c'est plus le terme qui fait peur. Alors qu'encore une fois, comme dit Mylène, c'est une démarche, c'est une prise de conscience. Et c'est à partir du moment où quelqu'un va dire tiens, là, je vais prendre ma gourde au lieu d'acheter une bouteille d'eau, pour moi, c'est déjà bingo, c'est déjà gagné. Rien que ça, c'est déjà un impact en moins de sa consommation sur l'environnement, sur les déchets, et c'est la première marche, et ça tout le monde est capable de le faire, tout le monde est capable de prendre un tote bag et d'aller faire ses courses, et ça se fait de plus en plus, tu vois, et de prendre ses fruits et légumes dans un sac réutilisable plutôt que dans un sac en plastique, voilà. Heureusement, là, il y a les politiques qui commencent à changer aussi un petit peu au niveau national, mais ouais. Mais c'est un ensemble de petites actions, finalement, qui amènent à réduire ces déchets. Mais je pense qu'il faut vraiment oublier ce terme zéro déchet, parce que moi, il me fait peur aussi. Et c'est plus au quotidien des petites actions qui, en fait, apportent beaucoup de satisfaction personnelle. Et je pense que ça peut toucher tout le monde. Et clairement, c'est une satisfaction personnelle de se dire, c'est vrai, Mylène, tu as raison. Là, ça sert à rien que je fasse ça. Je vais faire ça différemment. Merci de m'y avoir fait penser. Voilà. Mais il y a aussi un point, je trouve, qui est super positif, c'est que au début, on va peut-être un petit peu galérer parce que c'est juste le temps de prendre ses marques. Et après, en fait, c'est super gratifiant de rentrer des courses et de se dire qu'on remplit le frigo, on remplit la corbeille à fruits, tout ça, et on n'a rien à jeter. Mais absolument rien. Et ça, c'est super gratifiant. On a l'impression d'avoir... on pourrait limite avoir d'être un super héros. T'as réussi quelque chose, quoi. Et c'est super gratifiant chaque fois mais ça de peut se paraître dire, ridicule, j'ai pensé à mes tote bags, j'ai réussi à trouver tel produit en vrac, j'ai pas besoin de le commander, ou alors, enfin voilà, c'est toutes ces choses qui font qu'en fait c'est super positif. Et du coup, justement, ça nous entraîne dans cette à vouloir faire mieux, à vouloir toujours un peu faire mieux. Enfin, c'est un petit peu pas une compétition, mais on se dit qu'on peut faire mieux. Avec soi-même, une compétition au on quotidien. Peut toujours... Non, le transformer en jeu, finalement, voilà, c'est ça. pour s'améliorer. Mais par contre, tu vois, c'en est cool. Même presque ridicule, du coup, d'en arriver à penser que, super, j'ai réussi, machin, alors que pourtant, c'était une évidence il y a quelques années, quelques dizaines d'années, parce que quand même, ça fait un moment qu'on est plus... Mais si tu veux, on est heureux, en fait, de ne pas avoir eu de déchets. C'est incroyable. Parce qu'on est tellement habitué à en avoir partout qu'on en arrive à être heureux de ne pas jeter pour rien. Mais on est heureux parce qu'en fait, tout simplement, on connaît l'impact des déchets que les déchets ont en fait sur la planète et sur la biodiversité et tout. Et du coup, quand on se dit, j'ai pas pris de sac plastique, j'ai pas pris de paille, et c'est ça qui se retrouve en moins dans l'océan et dans les animaux. Et nos gosses qu'on n'a pas encore n'auront pas à jouer sur la plage avec du plastique que nous, on aura peut-être jeté 10 ans plus tôt, tu vois. Ok. En parlant de plage, alors la transition. Voilà, bien joué. Comment ça se passe quand vous êtes en voyage? Est-ce que vous arrivez à être autant, on va dire zéro déchet, mais à autant réduire vos déchets quand vous êtes à l'extérieur que quand vous êtes chez vous? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de ce que nous, on va pouvoir maîtriser quand tu es à l'étranger, quand tu es en voyage. Et il y a l'aspect de ce qu'on va subir quand tu n'es pas chez toi.
Déjà, ce que tu vas subir forcément, c'est est-ce qu'il y a un magasin qui permet d'avoir du bio, du vrac dans le coin? Est-ce que le pays où tu vas, ou là où tu vas, il y a un tri qui est fait? Est-ce que tu vas pouvoir, comme ça, retrouver les ressources nécessaires si tu as des achats à faire? Forcément, pour se nourrir, il va falloir le faire un moment. Est-ce que tu peux réussir à continuer tes habitudes en voyage? Ça, c'est peut-être le côté difficile. Le côté facile, je trouve, c'est qu'on s'est trouvé une organisation, voilà, c'est bravo Mylène, pour tout ce qui est salle de bain, tout ce qui est produits d'entretien du corps, shampoing, savon, tout ça en fait, même dentifrice. Pour tout ça, on a réduit énormément la taille et le poids de notre trousse de toilette. Il n'y a presque plus rien dedans, juste l'essentiel. C'est quoi? C'est des savons solides? Je vais laisser Mylène prendre le relais. Je vais parler justement de cette trousse de toilette. Alors oui, on essaie d'être un peu plus minimaliste dans justement cette trousse de toilette qui avant débordait, c'est que on a des shampoings solides, des savons solides, on a le dentifrice solide, on a pareil un déo qui est dans un contenant en verre qu'on peut recycler, on a un auriculi qui remplace les cotons-tiges qu'on jette tous les jours. Voilà, à chaque fois on trouve une alternative. Après, il va pas y en avoir pour tout, absolument tout. Et en tant que nana, évidemment, je privilégie les flacons en verre pour tout ce qui est liquide, par exemple, que je peux pas trouver en solide. Et parfois, je me fais avoir, et j'ai l'impression, je me dis, ouais, c'est bon, ça va être un flacon en verre. Et en fait, je me retrouve avec un flacon en plastique. Donc là, c'est un petit échec, mais je fais bien attention de le recycler. Okay. Mais il faut bien penser aussi que le recyclage, c'est pas une fin en soi. Le mieux, ce serait de l'éviter. Et qu'il n'y a aucun plastique qui se recycle à 100%. Voilà. Et aussi, par contre, de plus en plus, quand on voyage, c'est quand même finalement facile, je trouve, parce que c'est la même chose, en fait. On prend nos tote bags, on prend nos petits sacs en tissu. Ouais. Si un commerçant ne propose pas, parce que tout simplement, il n'a pas pensé ou pour lui, c'est trop compliqué, tout simplement lui proposer, j'ai mon contenant, ça vous dérange ou pas? Et la plupart vous diront non, sur le marché, partout. Et si c'est pas bio, tant pis, vous êtes en voyage, faut profiter et il faut pas non plus trop se prendre la tête. Et voilà, le mieux c'est d'en faire le moins possible. Si vous partez en pique-nique, c'est très facile, pareil. Il y a des... Ouais. Simplement un sandwich, vous le mettez dans un tissu qui est imperméable. Il y a plein de choses en fait qui est possible. Et ça nous a jamais vraiment dérangé. Ça n'a jamais été un frein d'aller en pique-nique avec les gens, d'aller en rando avec des amis. Voilà, on a fait 2 semaines en van. On était comme à la maison, on n'avait pas de déchets, quoi. À part tous nos déchets de fruits ou légumes. Après, on a encore quand même quelques déchets. Ça va être les emballages de tofu, par exemple. C'est du plastique qui se recycle même pas. Enfin, voilà, on essaie de les limiter. Et voilà, c'est le but. Au bout d'un moment, on n'en achètera plus. On en trouvera qui sera dans un autre packaging. Voilà, petit à petit, c'est pas grave. Il faut pas se dire je me prive de tout non plus. C'est ça aussi qui est important. Et puis, le but, c'est de faire de son mieux. Donc, voilà, c'est pas de se priver non plus, quoi. Dans votre vie de tous les jours, vous croisez des gens qui ont les mêmes convictions de vous, mais aussi des gens qui n'ont aucun... Pas beaucoup. Pas beaucoup, pas encore, mais ça va peut-être... On arrive à changer un petit peu des mentalités petit à petit. Mais, donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout zéro déchet, qui s'en fichent, on va dire. Qu'est-ce que ces gens pensent de vous quand vous discutez avec eux? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment ça se passe? Quel est le regard des autres finalement? Écoute, de mon côté, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui est au courant, à part nos amis proches qui sont au courant qu'on a une démarche de couple et principalement donc drivée par Mylène. Mais disons que par exemple, toi, si je parle bien du milieu professionnel, de ma communauté, vraiment de ce que je fais dans le pro, j'en parle pas parce que pour l'instant, je pense que c'est pas trop mon rôle. Déjà, c'est pas de la politique, mais déjà de faire de la politique ou d'essayer de parler de choses comme ça pour l'instant. J'aimerais bien, mais les gens m'attendent pas sur ce sujet-là, donc j'y vais pas trop parce que je sais pas trop vers où ça peut me mener. Donc du coup, tu vois, dans l'aspect professionnel, personne n'est trop au courant et ça se voit pas parce qu'il n'y a pas forcément de différence, tu vois. Venir avec une gourde, venir avec ses couverts, les gens zéro déchet ne s'habillent pas bizarrement. Ouais, non, du tout. D'ailleurs, tu vois, on se parle, tu m'as jamais dit que ça te choquait que je sois venu en slip. Absolument pas. Ça m'a paru tout à fait naturel. Voilà. Mylène est habillée, juste pour préciser.
Tu mettras quoi en vignette pour le podcast? Ouais, bon, du coup, voilà. Après, dans notre cercle d'amis, on n'a pas beaucoup de personnes vraiment attentives à ça. On a peut-être un couple d'amis, mais sinon, moi, mes amis d'enfance le sont pas vraiment. Ils nous voyaient un petit peu, pas comme des extraterrestres, j'accentue le trait, mais un petit peu comme des extraterrestres il y a peut-être encore 3-4 ans. Et maintenant, ils commencent, voilà, ça fait quelques mois, ils prennent conscience et nous posent des questions maintenant sur cette démarche-là, même sur le végétarisme, on dit ça comme ça, du végétarisme, et nous posent des questions en fait de solutions, notamment plutôt les filles, je dirais, qui sont à l'initiative aussi, là, de se poser des questions par rapport à leur salle de bain, à leurs produits de beauté, d'entretien et tout ça. Aussi. Et en fait, je pense que, ils ont vu que nous, ça n'a aucun impact. On sent toujours bon, on est toujours beau. Enfin, on espère, un minimum. Tout le monde est à regarder bizarrement Olivier, là. Non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas changé visuellement. Moi, j'ai un peu moins de cheveux, mais c'est pas à cause de ça. Non, mais voilà, donc je pense que... Et puis, on en parle de plus en plus dans les médias, donc il y a une prise de conscience générale qui se fait, et du coup, les gens se posent des questions. Et nous, on devient un tout petit peu, mais un peu référent, parce que forcément on est dans le truc depuis plus longtemps. Et donc, de par notre expérience, on partage un peu les tips, les échecs qu'on a eus. Et voilà, donc ouais, ces questions qui arrivent, donc il y a de l'intérêt qui arrive et de la curiosité autour de ça. Donc on n'est pas vu comme des extraterrestres du tout. Et je pense que ça choque plus personne dans notre entourage quand, même toi, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se balade dans la rue et tu croises un papier par terre, un déchet à la plage, ben, tu le prends, tu le jettes. Voilà. Une action simple. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'aime choper une petite remarque, écolo, machin, mais pour rigoler. Mais au final, derrière, en fait, c'est une réflexion juste comme ça, un peu à la con, mais ça me fait prendre conscience aux gens et ils disent, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est tout con, ça me coûte quoi de le prendre, je vais pas avoir le sida en touchant un bout de papier par terre, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, des fois, mais moi aussi, des fois, tu te dis, ouais, bon, t'as peur de te couper, de te blesser, de choper des trucs, mais il va rien t'arriver, c'est bon. Cette petite action-là, est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que vous avez des projets à plus grande échelle pour sensibiliser les gens, pour réduire les déchets? On va pas trop s'engager sur les projets en ce moment. Réduire les déchets, je sais pas, même à commencer par votre ville, votre commune. Est-ce que vous avez des projets à plus grande échelle que juste la maison pour cette cause ou pas? Personnellement, ce que j'adorerais réussir à faire, c'est, encore une fois, je suis malheureusement trop pris par ma vie professionnelle et j'arrive pas à m'en détacher et ça m'énerve. Donc je vais essayer d'agir là-dessus. Voilà, moi c'est un peu plus, tu vois, pas un projet à long terme, à moyen terme, tout réfléchi, mais plus une prise de conscience permanente et plus spontanée et à n'importe quel moment de ta vie, que ce soit chez toi, en voyage, essayer d'être encore plus conscient de ça. Être conscient de ça, ça ne veut pas dire que ça te pourrit l'esprit. C'est juste que ça devienne un réflexe de se dire « Ah bah tiens, c'est idiot ça, tiens, ça va me prendre 2 secondes de le mettre dans la poubelle qui est juste à côté. » Waouh, super, ça m'a coûté 2 secondes de ma vie et au final, c'est plus sympa comme ça. Voilà. L'important pour moi, c'est que dans chaque projet qu'on entreprend, que ce soit en lien ou pas direct avec le zéro déchet ou l'écologie, c'est justement qu'on y pense. Et que pour prouver que dans n'importe quel cas et dans n'importe quelle circonstance, on peut justement faire sa part et, voilà, et contribuer, comme le disait Olivier, juste ramasser des déchets par terre. Ok, c'est pas les nôtres, mais... c'est aussi de notre responsabilité, en fait. C'est que ça devient les nôtres quand même, quand ça se retrouve sur la plage où on est l'été, quand ça se retrouve dans nos montagnes, quand ça se retrouvera dans le poisson que mangera notre enfant s'il n'est pas végétarien. Mais ça se retrouve déjà dans le poisson que vous mangez. Et donc, voilà. Et c'est simplement aussi à ceux qui sont déjà sensibilisés, qui n'arrivent pas à sensibiliser leur entourage. Il ne faut pas oublier que chaque action qu'ils vont faire, ou même... petits conseils qu'ils vont donner, ça va peut-être pas avoir d'impact tout de suite, mais ça va germer dans leur esprit et au bout d'un moment ils vont se dire « Ah ouais, en fait c'est pas con ». Inception. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, c'était super intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi. J'espère en tout cas que vous qui avez écouté ce podcast en avez appris également, que vous soyez intéressé par le zéro déchet ou pas. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un avis à ce podcast et à donner une note sur les différentes plateformes. Si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire constructif de préférence, n'hésitez pas et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut!